Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Berthold. Donc, vous pouvez voir présentement à l'écran, ici David au micro qui vous salue. Donc, cette entrevue exclusive avec Berthold se déroule pour le mois d'août de l'année 2021 dans laquelle nous nous situons présentement. Et bien sûr, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire en lien avec un virus qui a des répercussions mondiales depuis plusieurs mois, depuis un peu plus d'un an et demi. Et aujourd'hui, je veux amener entre autres Berthold à commenter la situation, mais bien entendu, étant donné qu'il y a de plus en plus de censure sur le web, donc ce que j'ai l'intention de faire dans un premier temps aujourd'hui, c'est que je vais poser des questions générales à Berthold en lien avec la conscience. Et par la suite, ce volet-là de l'entrevue va être disponible sur YouTube. Et par la suite, je vais poursuivre l'entrevue pour aborder, bien entendu, la crise sanitaire, où on en est rendu aujourd'hui, pour amener Berthold à commenter la situation. Mais cette partie d'entrevue sera réservée aux gens qui vont aller l'écouter sur le site de diffusion web d'Odyssey. D'ailleurs, j'ai présentement deux chaînes là, sur cette plateforme qui favorise la liberté d'expression pour commenter la crise, où on va justement la commenter. Donc, chaque chose à sa place, comme on dit. Et pour commencer l'entretien, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que Berthold est rendu de nouveau avec une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des vidéos qu'il fait. Il y en avait déjà une dans le passé, il y a quelques années, mais qui a été fermée. Et là, il a décidé d'en réouvrir une récemment. Donc, vous allez avoir ses coordonnées là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Sinon, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai des chaînes sur YouTube dont vous allez pouvoir retrouver les coordonnées et également des chaînes aussi sur la plateforme Odyssey, comme je le mentionnais tantôt, qui vont être également affichées là, dans les liens qui vont figurer en bas de l'enregistrement. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur mes chaînes d'Odyssey, eh bien, je vous propose de le faire dès maintenant pour retrouver des contenus exclusifs que vous n'allez pas avoir ailleurs, là, naturellement. Donc, la mise en contexte est faite. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui, Excellent. Donc, pour débuter l'entretien aujourd'hui, j'ai le goût de te poser des questions de type ouverte pour explorer certains sujets et regarder à travers qu'est-ce qui va émerger dans ta parole, la vibration qui peut s'installer à travers ça. Donc, ça va être des questions très générales, questions qui peuvent faire l'ouverture sur plein de choses pour t'amener à explorer différents sujets. Donc, tu es à l'aise avec la formule? oui. Excellent. Donc, on va commencer. L'idée, c'est d'amener des sujets qui vont être propices à l'émergence d'une vibration. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le génie? Le génie, c'est une fulgurance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient pas de l'ego, qui vient pas de l'intellect, mais qui est très très clair. C'est comme quelqu'un qui avance très rapidement dans des recherches, comme un scientifique, si on peut dire. Mhm. Eh bien, il va tout de suite avoir les idées, l'image ou le schéma va lui apparaître souvent d'un coup. C'est ça le génie. C'est juste de pas avoir besoin d'un processus réflectif. Le processus réflectif, lui, c'est juste un support. Mhm. Mais la vraie fulgurance, le fait de voir quelque chose de nouveau, c'est ça le génie. Et pour accéder au génie, à ce moment-là, si c'est pas de la réflexion, c'est lié carrément à de la captation vibratoire. Oui, beaucoup de scientifiques fonctionnent comme ça, ceux qu'on dit des génies. Oui. Ils Et sont pas obligés de le savoir que c'est ça. non, exactement. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas le processus, mais qu'ils soient géniaux malgré eux. C'est ce qu'on appelait anciennement de la fulgurance. C'est fulgurant. Ça apparaît d'un coup. Même tout un système peut apparaître d'un coup. Ben, d'ailleurs, on peut parler, par exemple, de génération spontanée.
Oui, Donc, on a eu des civilisations qui ont apparu comme d'un coup. Là, si on pense à Sumer avec l'écriture, l'agriculture, à comparer d'autres civilisations qui ont émergé avec... ouais, mais là, c'est pas pareil, là. OK. Ben, c'est sûr Le que... génie, c'est un Oui. individu, là. C'est individuel, le génie. C'est le collectif du génie, Mhm. c'est par rapport à ce qu'on pourrait appeler là, ce qui est cosmique ou universel. Mais c'est pas un collectif social. D'ailleurs, le génie, habituellement, n'est pas très social. OK. Et est-ce que tu ferais un lien entre le génie et la créativité? Ben oui, c'est la même chose. OK, Ça revient au même. donc pour toi, le génie est nécessairement créatif. Ben oui. OK? Puis, à présent, si je te pose la question, qu'est-ce que la folie? La folie, c'est une dissociation avec sa propre réalité. C'est-à-dire que l'être va être divisé en lui-même, un peu comme un miroir fragmenté. Et puis, il n'y a plus de repères. Puis là, il y a une perte d'identité. La folie, c'est une perte d'identité. Il n'y a plus de centricité. OK? Et comment faire la distinction entre le génie et la folie? Parce que il y a un adage qui dit que le génie est proche de la folie. Donc, à ce moment-là, quel serait, selon toi, le critère pour faire clairement la distinction entre les deux? Le génie, souvent, qui va passer pour fou, c'est parce qu'il va y avoir des phases différentes. Dans le sens que, une fois qu'il perd le contact avec sa fulgurance, là, il sombre dans la folie, souvent. Mais aussi, ça peut être lié à un regard extérieur. Parce que le génie, vu qu'il n'est pas très, au niveau des forces sociales, il est pas très en appointance avec ça. Il peut passer pour fou vu de l'extérieur. Comme par exemple quelqu'un d'excentrique. Mais quelqu'un, par exemple, qui oscille entre des périodes de fulgurance puis des périodes de maladie mentale, ça c'est autre chose. La maladie mentale, entre guillemets. Mais ça peut aussi vouloir dire que cette forme de génie-là était liée avec une sensibilité. Donc, peut-être que ça peut être aussi autre chose, là. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent, par exemple, être maniaco-dépressifs. Donc, dans l'aspect maniaque, où ils sont très euphoriques, ils vont être très créatifs, ils vont faire plein de choses, et ils vont être réveillés pendant plusieurs heures de manière consécutive. Ils peuvent se mettre à écrire comme des fous, à créer, que ce soit la peinture, la musique, d'une manière endiablée. Puis, le volet aussi effondrement, dépressif, où la personne s'effondre. Ben là, c'est parce qu'il y a une polarisation. La personne, elle va passer entre différentes phases que c'est, puis qui vont d'un extrême à l'autre parce que la personne est très émotive. C'est de l'émotivité, là. Ce qu'on a appelé la maniaco-dépression, la bipolarité. Il passe d'un pôle à l'autre. Mais c'est encore lié à une trop grande sensibilité. Parce que là, c'est plus ajusté. Oui, mais il peut y avoir des manifestations de génie, dans le sens que pendant la période de manie, la personne elle peut être très créative, puis elle est plus impulsive, puis elle laisse circuler des choses qui autrement seraient bloquées par la réflexion. Oui. Mais il y a aussi des chevauchements là-dedans, à mes yeux. C'est-à-dire que la personne très sensible, elle peut capter quelque chose qui vient pas d'elle, mais Mhm. qui vient pas nécessairement d'une universalité non plus. Parce qu'il y a des choses qui ont existé dans le passé, qui se sont perdues, qui peuvent revenir par quelqu'un de très sensible. À ce moment-là, c'est de la mémoire qui était oubliée. Mais ça peut passer pour du génie. Oui, parce que si c'était une mémoire qui n'est pas accessible à la civilisation actuelle, donc autrement dit, si c'est une mémoire qui provient de l'Atlantide, une civilisation disparue, ça peut paraître comme de la nouveauté ou du génie pour les gens de l'époque actuelle qui n'ont pas été en contact avec cette information préalable. Alors que la personne ne sert juste de canal pour une mémoire ancienne qui veut ressurgir. Mais là, à ce moment-là, c'est pas du génie au sens où moi je l'entends. C'est du chevauchement. Oui, dans ce sens-là, c'est pas du génie créatif. Non. Et sinon, pour ce qui est de la créativité, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui aimeraient développer davantage leur créativité? Non. Si la personne veut des conseils pour développer sa créativité, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est psychologique et elle n'est pas marquée pour ça. Donc, autrement dit, par rapport au génie, la personne ne peut pas devenir
géniale en faisant un travail sur elle-même ou en développant des compétences. C'est vraiment une question d'inné. Le problème du génie, c'est que c'est individuel. Donc, donner des conseils, fait qu'il faut que la personne apprenne à pas accorder d'importance à ce que pensent les autres, des choses comme ça, c'est juste ça. Mais là, si la personne ne le voit pas, ça veut dire qu'elle n'est pas marquée pour ça. Quelqu'un qui veut être plus créatif, ben là, est-ce que c'est psychologiquement ou parce que si c'est pour réussir socialement, c'est pas le même chemin. C'est pas les mêmes. Oui, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, si la personne veut développer de la créativité pour avoir un prestige social, une reconnaissance publique en faisant des films en gagnant des prix Hollywood ou des trucs comme ça, c'est pas pareil que quelqu'un qui veut descendre une vibration là, ouais, et avoir une satisfaction intrinsèque à faire quelque chose. Là. Parce que la vraie créativité, il faut d'abord pas donner d'importance à ce qui vient de l'extérieur, au niveau des influences psychologiques. Parce qu'il faut avoir un certain vide, il faut être réceptif. Mhm. Donc, si c'est au sens de ce qu'on a appelé le développement personnel, ça, à mes yeux, ça aboutira jamais au génie. Donc, il n'y a pas de conseil à donner pour ça. À moins que la personne, on peut être marqué par OK. la haute vibration de quelqu'un, mais ce ne sera pas des conseils. Mais ça peut réveiller des choses. Donc, autrement dit, le génie, ça serait déjà prédéterminé avant l'existence terrestre qui va être génial ou non. Donc, ça s'inscrirait dans le cadre d'un destin. C'est ça. C'est beaucoup lié, c'est pas juste lié, c'est ça. C'est pas vraiment une méthode pour être génial, ça se peut pas. C'est comme demander une recette pour capter de l'intelligence universelle. Il n'y a pas de recette et justement qu'il n'y ait plus de recette, de sortir ça de la tête. Mhm. Parce que dans le domaine artistique, par exemple, quelqu'un qui veut développer des compétences pour jouer un instrument de musique, on va lui montrer à faire des gammes, on va lui montrer si c'est de la guitare, faire des accords, on va l'exposer à certains types de musique. Il y a une stimulation qui peut être faite, qui peut être propice à des nouvelles associations entre des styles musicaux. On peut le voir, comme par exemple la musique heavy metal avec la musique classique. Mais est-ce que, un peu comme pour la stimulation d'un enfant, il faut que la personne qui est prédisposée à devenir géniale baigne dans un certain environnement ou qu'elle ait accès à certaines ressources pour que Ben, c'est son... ça. Ouais. C'est vibratoire, mais là, la personne, si elle est réellement marquée pour ça, elle va apprendre toute seule. Elle peut avoir des bases, elle peut faire le conservatoire, mais quelqu'un qui est un extraordinaire interprète, par exemple, ben, Mhm. c'est pas un génie. Un génie, ça compose. Oui, dans le sens que la personne peut être très bien pour reprendre les formes qui existent déjà, être virtuose pour l'interprétation, mais elle ne génère pas de nouvelles formes. Donc, autrement dit, toi, le mot génial, on peut le voir comme étant synonyme d'un initié qui amène quelque chose de nouveau, de différent. C'est ça. Il faut que ce soit nouveau. S'il n'y a pas de vraie créativité en dehors de ça, sinon c'est du bricolage. Et ça m'amène à te poser la question, est-ce qu'un individu qui passe à la conscience supramentale, qui est dite créative, devient nécessairement génial? Non. OK, pourquoi? Parce qu'on peut rêver qu'on se réveille. Oh! Mais là, si je dis que quelqu'un passe à la conscience, parce que quelque part, il vit un changement psychique. Ben oui, mais c'est comme quelqu'un qui découvre le spiritisme, puis des choses comme ça. Pour lui, il vient de passer d'un état de conscience à un autre. Mais pourtant, c'est pas le cas. C'est les formes qui ont changé, mais c'est la même sensibilité qui est exacerbée, puis qui a juste changé de pièce. Il n'a pas bâti une maison, là. Mhm. C'est- Donc, autrement dit, les gens qui passent à la conscience supramentale, bien qu'ils vivent d'une singularité, une individualité qui pourrait être propice au génie, ne deviendront pas nécessairement géniaux. Ben non. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Dans le sens que les individus qui diffusent la conscience présentement.
Ben, c'est certain que il y a des déceptions. Il Mhm. va en avoir des déceptions, mais c'est un peu comme quelqu'un, là, par exemple, qui me suivrait, puis qui me pense que je suis extraordinaire, puis tout, ben, ça fait partie de son évolution à un moment donné de se rendre compte que c'est ordinaire. Puis c'est pareil avec tout, parce que c'est individuel. Oui, exactement. La personne peut te croire extraordinaire, peut-être même te croire génial. Ce qui serait génial, c'est quand ça devient ordinaire. Il faut que ça le devienne. Mais si ce qui est génial devient ordinaire, à ce moment-là, c'est une banalisation du génie. Le génie, pour lui, le génie devient normal. Ce n'est plus extraordinaire parce qu'il est dedans. C'est un peu comme c'est comme quelqu'un qui change de niveau de vie. Il Mhm. faut pas qu'il reste dans l'euphorie d'avoir amélioré son niveau de vie. Il faut que ça devienne ordinaire pour aller plus loin, plus loin, plus loin tout le temps. Oui, exactement, pour pas qu'il stagne. Parce que une des choses à comprendre de ça, c'est qu'il n'y a pas de maître. Il n'y en a pas. Si la personne ne surpasse pas ce qui, ce qui l'a amené quelque part, ben ça donne quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas capable d'aller par elle-même. Ça devrait devenir manifeste au niveau individuel. Il faut que ça arrête à un moment donné de tout le temps passer par quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Un peu comme il y en a un moment donné, il va falloir devenir sa propre flashlight pour arrêter d'emprunter la lampe de poche des autres. Mhm. C'est comme ça que je vois ça. Oui, ben, il y avait Bernard de Montréal là, qui avait amené ce propos-là, donc qui a diffusé pendant longtemps de la conscience supramentale. Mais le point, comme tu disais tantôt, en même temps, c'est un cercle vicieux parce que pour être génial, il faut être marqué pour ça, donc ça échappe au désir de l'ego. C'est sûr, il ne faut pas que ce soit un désir de l'ego. Il faut que ce soit une volonté. Le désir, c'est peu de choses, là, c'est psychologique, un désir. Tandis que une volonté, ça, c'est dans un mouvement qui n'est pas réfléchi. Une Mhm. vraie volonté de voir quelque chose. Puis pour voir, il faut se vider des autres. Et on peut pas voir à travers tout le temps des lorgnettes, puis des lentilles, puis des... Mhm. sinon, ça déforme tout. Puis justement, le nouveau, c'est que ça devient de plus en plus clair. Quelque chose d'une fulgurance, c'est clair. C'est un peu comme un flash. Une élimination. Oui. Mais ce qui est complexe là-dedans, c'est qu'à un moment donné, l'individu ne doit plus avoir de maître, doit être autonome, mais en même temps, il ne peut pas avoir une identité assez forte pour être génial s'il n'est pas marqué pour ça. Donc, c'est comme s'il ne peut pas avoir une autonomie totale, même s'il est conscient qu'il faut qu'il se détache des maîtres, puis des gourous, puis tout ça. Ben, c'est de brûler. Il va brûler. S'il y a de la pollution dans l'ego, elle va se brûler à force de déception. Puis c'est là que ça devient de plus en plus clair. Il faut être déçu de son maître, Mhm. quitte à le haïr ou à se rendre compte que c'est un innocent au fond. Oui, autrement dit, la personne qui réalise les failles de l'autre, qui pouvait croire au départ génial, puis le mettre sur un piédestal, ben à un moment donné, à travers la désillusion, il le dépolarise, puis il met fin à la période de lune de miel de l'âme que j'appelle, ou qui va l'idéaliser, là. Parce que le but, c'est de se trouver soi. Mhm. C'est individuel. Comme un exemple, quand on a eu des problèmes pour faire une entrevue, finalement, je me suis dit, ça me disait qu'il y avait une raison, puis bon. Fait que j'ai été écouter une entrevue avec, peut-être des années 80. Puis il parlait lui de location d'auto, puis la couleur de son linge. Puis c'était spécial, là, ça dure pas longtemps, peut-être 7 à 8 minutes. Puis j'ai trouvé ça futile. C'était super brillant, c'était super intelligent, mais pour maintenant, c'est plus bon. Chaque chose en son temps, puis qu'est-ce qui peut C'est être ça. génial à une époque ne l'est pas nécessairement à une autre. Fait que c'est ça, il va falloir. On n'a pas le choix. C'est là que c'est pas parce que je voulais voir ça comme ça, mais je l'ai vu comme ça, c'est plus ajusté à maintenant.
C'est ça, et un maître, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on n'en a plus besoin. C'est plus ajusté parce qu'il faut être dans son temps. Je veux dire, c'est le temps de l'individu. Exactement, le temps de l'individuation qui va être propice à l'émergence du génie individualisé. C'est ça. OK. Je vais t'amener sur une autre piste. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, c'est du conditionnement. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, c'est une forme qui contient de l'énergie. Qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est une vibration factuelle puis formelle. Qu'est-ce que l'information? L'information, c'est de l'énergie qui prend forme. Qu'est-ce que la technologie? La technologie, c'est la même chose qu'une langue ou des symboles. C'est des outils, c'est des moyens pour transférer l'énergie, pour l'utiliser. Qu'est-ce que l'informatique? Ben, la même chose que le reste. Je veux dire, ça revient tout au même. C'est toutes des interfaces là, que je t'ai amené à te prononcer entre l'être humain, d'autres êtres humains, l'univers. Mais oui. Parce que un contenant, il faut qu'il y ait un réceptacle, si on est des réceptacles, c'est pareil pour tout. On ne peut pas mettre de l'or en fusion dans un petit contenant de plastique. Ça prend quelque chose d'adapté. L'énergie, elle s'adapte de force. C'est-à-dire le contenant de plastique qui fond, puis il y a un autre réceptacle en dessous. Oui. Et pourquoi, à l'époque actuelle, il y a des développements incroyables là, au niveau de la technologie, si on pense notamment à l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, l'identité numérique. C'est pourquoi que ça se passe présentement? Parce qu'il y a une guerre. OK. Et quelles sont les factions impliquées dans la guerre? C'est les anciennes régences de la planète qui achèvent leur cycle. Et quelles sont les forces qui poussent derrière le développement de ces technologies-là de contrôle? C'est ça, c'est des rapports de force entre ce qui va surgir puis ce qui sait qu'il ne reste plus de temps. Il y a une sorte d'obstination à vouloir conserver le pouvoir sur Terre. Et ces forces-là, est-ce que c'est les forces astrales ou retardataires là, que parlent là, des gens dans le milieu de la conscience supramentale? Les forces astrales retardataires, je les vois comme des domestiques. OK. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs forces qui ont animé le passé de l'humanité. Il y a eu notamment la civilisation de Mu, la civilisation des Atlantes. Puis, il y a des gens qui vont affirmer que ces forces-là cherchent, à travers l'époque présente, de reprendre le contrôle, de manipuler les gens. J'ai pas le choix de dire oui. Parce que c'est des formes peut-être inadéquates pour en parler, mais ça revient à ça. Derrière la forme, c'est ça pareil. Quelle distinction verrais-tu maintenant entre l'un des summums, entre guillemets, de la technologie, soit le développement de l'intelligence artificielle qui est le prolongement de l'informatique, et le génie? Ah, répète-moi ça. Je perds le fil. Il n'y a pas de souci. Quelle différence ferais-tu entre l'un des volets très importants du développement de l'informatique actuelle, là, l'informatique très poussée, ça donne place à ce qu'on appelle, entre guillemets, de J'ai encore l'intelligence. oublié le début. OK, je vais faire une question plus simple. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est parce que je perds la mémoire à mesure que tu parles. OK. Ben tiens. Attends, c'est quoi tu disais? Juste le début. Je vais te garder ça le plus simple possible. Non, non, juste répète juste ce que tu disais au début. C'est quoi la différence? La différence entre l'intelligence artificielle et le génie. Ah, ben là, il y en a un qui c'est de l'artifice, c'est un outil, puis l'autre c'est de la fulgurance. Ça vient pas du planétaire. Le génie, ça vient jamais du planétaire. Ça vient jamais de la mémoire. Tandis que l'intelligence artificielle, ça, c'est des outils d'une mémoire qui veut se maintenir à tout prix. Exactement. Je vais t'amener sur d'autres terrains. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est que ce qui voulait anciennement être à tout prix roi sur la Terre, qui a abandonné ce qu'il avait, veut être globalement roi sur la Terre.
Un contrôle total. Donc, derrière la mondialisation et le mouvement mondialiste, il y a une volonté de contrôle global. Oui. OK. En chevauchant toutes sortes de mondes. Faire le contrôle une fois pour toutes. Pour qu'il n'y ait plus de génie, justement. Qu'il n'y ait plus de fulgurance. Pour pouvoir contrôler, il faut prévoir. Mais ce qui est devenu tout à fait planétaire, qui se promène le ventre à terre, n'a plus accès. Puis ils ont peur. Ils ont peur que les grands boss reviennent. Parce qu'ils ont trahi leur mission. OK. Et quand que tu parles de eux qui ont trahi leur mission, tu fais référence à qui? Une planète expérimentale, c'est tout le temps sous régence. Un peu comme une gardienne d'enfant. Mais la gardienne, elle a trop voulu se rapprocher de... Elle a trop voulu être le boss de la maison. Puis c'est au point que ça s'est incarné, puis c'est mort, puis c'est devenu de la mémoire. Puis tout ce qui reste, c'est un instinct de préservation animalien planétaire. Donc, autrement dit, la gardienne qui devait garder l'humanité n'a pas fait son travail. Ben non, elle fouille partout, elle vole les parents pendant qu'ils sont partis. L'heure avance, les parents sont à la veille de revenir, là. C'est la panique. Et quand on parle des parents qui vont revenir, est-ce que tu fais allusion ici aux forces systémiques des êtres qui résident sur le plan éthérique? Ah, même, je pourrais pas donner de nom à ça. Le seul nom qui conviendrait, c'est ce que certaines personnes spiritualisées appellent Dieu. Parce que c'est une affaire de temps. C'est une affaire de cycle. C'est de quelque chose d'une autorité. C'est une autorité qui s'en revient. Qui est sans faille. OK. Mais vu autrement, il y a des gens qui avancent l'hypothèse qu'il y a des êtres extraterrestres qui voyagent dans le cosmos, qui s'occupent du système local de la galaxie, vont éventuellement agir pour changer le contrôle qui s'exerce sur Terre, là, la gardienne, entre guillemets. Là. Une autorité sans faille, ça va pas prendre des formes comme ça. Là, on est dans des histoires, là, OK. à mes yeux. Parce que justement, on pourrait dire que c'est justement les histoires que la gardienne nous conte pour nous endormir. Oui, parce que c'est sûr qu'on pourrait croire que, entre guillemets, des extraterrestres bienveillants, un peu comme des anges, qui éventuellement vont rétablir l'ordre par rapport à des forces, notamment, qui sont qualifiées de démoniaques, d'intraterrestres. Ben, ce qui arrive, c'est qu'ici, il y a du... Si, comment je pourrais dire ça? Parce qu'on pourrait parler, là, les intelligences séraphiques, mettons. Mhm. Bon, c'est ça qui s'en vient. Il y a eu dans le passé des intelligences comme ça, mais ils sont devenus trop proches de la matière et se sont corrompus. C'est ça là, que je pourrais appeler un esprit de corruption. Mais il y en a d'autres qui sont restés là, Ben, incorrompus, ben oui. incorruptibles. Ben oui, ben c'est sûr que si on prend la cosmogonie d'Urantia, il y a toute une hiérarchie là, avec différents êtres de nature là, cosmique. Mais c'est sûr que Bon, je fondamentalement, l'ai jamais lu, ça, là. moi Je je l'ai trouvais que ça coûtait trop cher. moi je l'ai survolé là, plusieurs milliers de pages, mais en d'autres termes, la dimension qui peut pas être corrompue, ça va être l'esprit, ce que certains appellent le double ou l'ajusteur C'est de ça, pensée. Là. exactement. Il y en a, ils appellent ça, ils disent qu'ils sentent leur ange gardien, ben le double, puis c'est le même phénomène, la même chose. Puis c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme ce qu'on pourrait appeler le génie, c'est ce qu'on appelait autrefois une grâce. Mhm. Ça revient au même. C'est juste le langage qui est différent. Oui. Qu'est-ce que l'art? L'art, Oui. ça dépend lequel qu'on parle. L'art avec un Ben, grand A. mais c'est quoi ça? C'est un mot C'est-tu les fourre-tout. musées, les affaires qu'il y a dans les musées, puis qui s'empirent tout le temps, puis c'est de plus en plus laid d'une décennie à l'autre? Est-ce que c'est le grand cinéma là, qui fait pleurer ma tante? C'est quoi l'art? Moi, à mes yeux, l'art, c'est de l'inutile. Si on parle au niveau d'une appréciation de l'esthétique, OK. Mhm. Mais là aussi, c'est des histoires conceptuelles de ci pis de ça, puis là, ça, à mes yeux, c'est de l'art, à ce niveau-là, c'est de la corruption de l'âme. OK.
Mais si je te l'amène sur le terrain de l'esprit, c'est-à-dire l'art en tant qu'élément qui va apporter de la beauté à l'esprit, qui va l'égayer. Sur le plan de l'esprit, ben alors ça devient de l'intelligence. C'est tout. Là, ce qui est intelligent est beau. OK. Tout simplement, c'est comme, ça peut être n'importe quoi, là, un petit oiseau. C'est beau. C'est intelligemment fait. C'est harmonieux. Même au niveau là, des couleurs, il y a tout le temps une harmonie, il y a des lois. L'art à ce niveau-là, c'est tout ce qui est harmonieux, qui suit des lois qui sont d'un ordre que je dirais là, cosmique. Là. Il y a des lois, là. C'est un Mhm. peu comme en hébreu, la loi, puis le vin, puis la loi, c'est le même mot. Comme il y a des cabochons, ils cherchent le Graal. S'il se pose avec nous autres, le Graal, le réceptacle de l'esprit. Si c'est d'avoir la capacité d'avoir une appréciation esthétique à ce niveau-là, ça, c'est de l'art avec un grand A. Et à ce moment-là, tu ferais une distinction avec de l'art plus astralisé, si on peut dire. Ben, je n'ai jamais vu d'autre sorte de ce qu'on appelle de l'art, là. OK. Tellement que c'est un milieu qui m'a intéressé, mais qui m'intéresse plus du tout. Je suis dégoûté. Ouais, ben je peux très bien comprendre, là. C'est sûr que les énergies astrales étant très fortes en société, qui vont avoir un impact non seulement sur nos scientifiques, mais nos artistes aussi. Donc, la qualité des productions est affectée, là, naturellement. Ben, c'est devenu de l'indécence, carrément. Dans le sens, il y a une appréciation aujourd'hui de la disharmonie, comme si c'était devenu de la perversion, l'art. Ben, aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans le roman L'anti-héros, c'est tellement contradictoire où la laideur devient la beauté ou la beauté la laideur, là. Malgré qu'avec le vrai esthétique réel, il n'y a pas d'inversion polarisée comme ça. Il ne veut pas y en avoir. Même les gens qui apprécient ce qui est laid, là, Mhm. devant ça, ils vont quand même voir du beau. Il n'y a personne qui peut dire qu'un oiseau c'est laid, peu importe lequel. Même s'il y en a qui on peut considérer comme laid, ça reste des machines extraordinaires là, au niveau du fonctionnement du corps. Puis c'est difficile de. C'est ça de l'art. Dans le sens, il y a une vraie créativité, dans le sens que, au sens de ce qu'on appelait anciennement la création. C'est ça pour moi le vrai art. OK. Et qu'est-ce que tu penses ou comment tu te situes par rapport au relativisme contemporain dans le domaine des arts où tous les gens vont dire ben les goûts ça se discute, c'est dans l'œil de celui qui voit. Non, parce que il y a des lois. Il y a des lois universelles d'harmonie. Mhm. Donc ça, là, c'est juste du blabla intellectuel. Donc autrement dit, pour toi, il y a une hiérarchie au niveau artistique en termes de production. Les œuvres sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Il y en a qui sont plus belles que d'autres en lien avec des lois. Ben, on est rendu à un temps où plus on recule, plus c'est beau, plus on avance, plus c'est laid. Parce que c'est sûr, ça suit la loi du cycle. Mhm. C'est sûr que je comprends très bien ce que tu veux dire, là, quand on regarde, par exemple, des statues gréco-romaines à comparer des bâtiments là, des années 70-80 en béton, là, c'est beaucoup moins beau là, sur le plan esthétique. Là, C'est qu'il n'y a plus cette notion-là. La vraie notion de sacré, c'est lié à l'harmonie. Mais il y a des gens qui veulent garder ces choses-là pour elles, qui ont décidé de corrompre ce qui était collectif, Mhm. au sens là large, pour se garder les lois du vrai beau, comme un peu d'une façon égoïste. Ben, il y a des gens qui ont un élitisme en art, donc ils sont snobs, puis tu sais, ils évaluent que leur vision est supérieure à celle de d'autres personnes. C'est là qu'on pourrait dire que c'est pas à discuter parce que dès qu'il est inférieur à quelqu'un qui lui, il voit pas ça comme ça. Parce que dès qu'on se hiérarchise, on baisse là, en fréquence. Celui qui se pense au-dessus des autres, il est fait. Peu importe dans quoi, peu importe comment.
Donc, celui qui se croit supérieur aux autres peut justement, c'est ça, être pris au piège en se créant une forme, mais en même temps, il y a des gens qui se savent, par exemple, initiés. Mais ça, c'est pas pareil, là. Mais Ben, même là, si c'est pour être dominateur, là, puis se dire réveiller, puis décréter qui est endormi, puis qui ne l'est pas, c'est de la dominance. Puis ça, c'est pas bon. Ça veut dire que la personne est dominée par des choses qui ont la même, qui sont semblables. Des choses, des vieilles affaires mortes qui veulent continuer à vivre à travers des gens qui... mhm. Sinon, qu'est-ce que l'éthique? Oh, l'éthique, c'est la justice. Dans le sens de qu'est-ce qui est juste au sens d'une justice. C'est ce qu'on pourrait dire de la morale, mais pas psychologique. La vraie éthique, là, Mhm. c'est ce qui est clair. Qui a pas à se justifier parce que c'est clair. C'est comme des fois, on peut être endormi par le discours de quelqu'un, puis là, il arrive quelqu'un d'autre qui dit, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, puis là, tout le monde réveille que ça n'a pas d'allure. Ça, c'est de l'éthique à mes yeux. Parce que il a mis le doigt sur quelque chose qui était pas éthique. Mais c'est pas dans le but de prendre le pas sur un autre ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement clair, ça devient tellement clair. De l'éthique, c'est justement, c'est de pas, dans le sens de pas nuire, au contraire. C'est tout. Mais de Que- toutes les oui. façons. Et ferais-tu une distinction entre l'éthique et la morale? Ben, c'est parce que les deux, c'est devenu des choses psychologiques. Alors, ce qui était très clair que c'était un peu comme il a fallu graver dans la pierre, tu tueras pas. Tu fourras pas la femme du voisin. Tu voleras pas ton voisin. C'est pas normal d'avoir été obligé de graver ça. On le sait tout, ce qui est pas correct, puis ce qui est correct. Ben, c'est supposé être là. Oui, mais les gens sont pas tous des génies, puis il y a des gens qui avaient besoin d'éducation par rapport à Pas besoin l'adultère et d'être un différentes génie. choses. Pas besoin d'être un génie. J'ai eu des chats, des chiens, ils savaient quand ils avaient fait de quoi qui avait pas d'allure. Mais il y a des gens qui sont tellement coupés de leur esprit, de leur source, sont tellement déconnectés d'eux-mêmes que sont obligés d'avoir des indications externes parce que leur regard est strictement tourné vers l'extérieur. Oui, ben, c'est ça. C'est là qu'on voit que l'éthique, la morale, ça a été une compensation à quelque chose qui manque chez certaines personnes. C'est pas normal d'être obligé de faire des lois si précises, dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Les gens, c'est parce qu'il y en a, ils sont c'est eux autres qui sont corrompus. Dans le sens, dans le fond, quelqu'un de corrompu, il sait qu'il est corrompu. Quelqu'un de pas correct, il sait qu'il est pas correct. Mais il voudra pas se l'avouer à travers les autres. Parce qu'être correct, pas correct, c'est tout le temps lié à l'autre. Parce que l'autre est une représentation pour le rapport à soi, dans le fond. Mhm. C'est comme là, quelqu'un là, qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo qui tire sur des silhouettes humaines. À chaque fois, il tue quelque chose en lui. Il s'éloigne de sa propre intelligence, de sa propre humanité. C'est l'éthique, la morale, c'est bien subtil au fond. Mais on en a fait des formes psychologiques rigides, mécaniques, Mhm. pour des raisons collectives. Mais c'est l'individuel, l'intelligence. Exactement. D'ailleurs, en lien avec ça, c'est sûr que j'avais déjà vu la définition que l'éthique, c'était quelque chose qui était en lien avec l'exercice de la conscience de l'individu, sa capacité de discernement individualisé, comme porter un jugement éthique qui est individuel, tandis que la morale, c'est de l'hérotonomie, c'est-à-dire se référer aux autres pour définir ce qui est bien ou mauvais. Mais à mes yeux, ça revient tout du pareil au même, quand même. OK. Parce que même les gens qui sont amoraux ou immoraux ou qui n'ont pas d'éthique, ils le savent. Ils le savent. Dès que de l'extérieur, ça commence à transparaître, ils deviennent agressifs. Mais ils le savent. C'est juste que l'être humain, il est quelque chose d'animalisé dans le sens social du terme. C'est là que ça vient brouiller tout. Mais parce que des gens, quelqu'un qui est pas éthique, s'ils sont plusieurs à pas être éthiques ensemble, ben là, tout d'un coup, ils vont y aller dans ce mouvement-là. Mhm.
C'est comme ça qu'il y a des mafias, c'est comme ça qu'il y a de la collusion, c'est comme ça qu'il y a de la corruption. Parce que c'est des forces animales planétaires qui se sont psychologisées. Et ça crée comme un voile qui coupe l'individu d'une partie de lui-même. Ben oui. Et c'est pour ça que ces êtres-là sont très, très, très sociétaux. Ils évoluent en société. Ils peuvent pas évoluer tout seuls. Oui, parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes, donc ils doivent se référer constamment à l'extérieur d'eux. Oui. C'est tout le temps d'accumuler des signes de ça. Le gros char, la grosse cabane, le bras long. Ouais. Quelqu'un qui a le contrôle, qui a un contrôle interne sur lui-même, ou que lui, ce qu'il veut, c'est se dominer lui-même. Il s'en fout de ça. Il ne cherchera pas à dominer les autres ou à Non, imposer un agenda sur eux. Ouais. à moins qu'il soit dérangé dans sa vibration par les autres, dans son harmonie à lui. Comme si le voisin, il te respecte pas, puis il vient déféquer dans ton lavabo, c'est normal de te choquer, puis de le dominer le temps de le sacrer dehors. Ben, à ce moment-là, c'est, par exemple, mettre ses limites par rapport à l'autre s'il envahit son terrain. Là. C'est ça. Mais le terrain, c'est d'abord lié à une vibration interne. C'est-à-dire que si depuis la paix, Mhm. si t'as pas la paix, ben là, c'est normal là, de devenir dominateur au sens que comment je pourrais dire ça? C'est comme la C'est un, légitime défense. c'est ça. Parce qu'on OK. est dans du droit. OK. Je veux dire, t'as le droit d'avoir la paix, t'as le droit d'être bien, puis t'as le droit de, bon. Puis ça, on ne l'accorde même plus, là. Fait que du monde sont de plus en plus agressifs. Oui. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est de la domination extérieure. Ça dépend de quel pouvoir qu'on parle. Parce que le vrai pouvoir, c'est interne. Mais il n'y a pas de différence entre l'externe et l'interne, au fond. C'est juste une question de degré. Mais le pouvoir, comment je pourrais dire ça? Le pouvoir, c'est ça. Ouais. Même la capacité de ne pas avoir de pouvoir. Dans le sens, là, comment je pourrais dire ça? Moi, à mes yeux, le pouvoir, en tout cas, c'est pas te faire un coup de téléphone puis il y a quelqu'un qui meurt ou qui perd sa job, en tout cas. Le vrai pouvoir, c'est pas ça. Le vrai pouvoir, t'as pas besoin de faire ça, tu fais rien. Ben, c'est ça, dans le vrai pouvoir, il n'y a pas de chantage à exercer, de menaces pour, par exemple, des gens adoptent certains comportements. Là. Le vrai pouvoir, la vraie puissance, c'est quelque chose d'universel qui est au-delà d'un ego humain. Ça, c'est le vrai pouvoir puis la vraie puissance. Puis il n'y a pas un ego qui tombe pas à genoux en avant de ça. Parce que ça, c'est de la vraie autorité, parce que c'est la vraie hiérarchie, là. Ça vibre plus haut point. C'est tout. Mais le pouvoir, comme on le conçoit sur la Terre, ça n'a rien à voir à mes yeux avec... c'est plus ça le pouvoir, là. Mais il y en a pour eux, c'est ça le pouvoir. Ils Et vivent. est-ce que le pouvoir réel auquel tu faisais allusion, le vrai pouvoir, c'est quelque chose qui peut être accessible aux gens qui sont des génies? Oui. Ben oui, ça en fait partie. Le pouvoir, si tu as le pouvoir de voir du réel, de l'intégrer, c'est un pouvoir, tu es en relation avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le divin. Là. Il n'y a plus besoin de... Tandis que le faux pouvoir, c'est celui qui fait que... Le faux pouvoir, c'est celui que tu peux perdre, puis que tu as peur de perdre. Donc, autrement dit, par rapport au faux pouvoir, les gens peuvent en être dépendants, ils peuvent être vulnérables. Ben, c'est comme les gens dominateurs, ils sont dominés. C'est une espèce de paradoxe. Quelqu'un qui veut dominer les autres parce qu'à quelque part, il est chevauché. Ouais, puis il se domine pas lui-même. Donc, si on voit des autorités politiques qui cherchent à dominer une population, ça peut parler d'eux en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'à quelque part, ils n'ont pas accès au pouvoir réel. Et là, ça va m'amener à m'enchaîner sur le prochain sujet, qui est par rapport à la gestion de crise. Donc, ce que je vais faire pour les gens qui nous écoutent, là, je vais compléter la partie sur YouTube
Et là, on va enchaîner sur la partie que vous allez pouvoir retrouver là, sur Odyssey avec l'enregistrement intégral. Et là, on va aller plus loin là, dans les prochaines minutes. Et ça va être une partie qui va être exclusive là, aux gens là, qui ont accès là, à la plateforme Odyssey. Donc, vous allez avoir les liens en bas de l'enregistrement.